Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous devons déjà vous rappeler que cette vidéo porte essentiellement, effectivement c'est la vidéo de rappel sur les notions du HTML et de l'algorithme. Bien, revenons ici à ce chapitre premier. Sur quoi porte-t-il vraiment essentiellement? Nous avons les notions de base de l'algorithme. Retenez déjà que ici nous allons nous appuyer essentiellement sur le document de Omar, oui, et de Jamila, qu'ils ont rédigé sur les éléments de base d'un algorithme. Effectivement, c'est cela le titre de leur ouvrage, de leur document. Ok. Revenons, comment ont-ils défini l'algorithme? Ils ont défini l'algorithme sur un aspect double. À savoir, ils l'ont abordé sur le plan de la vie courante. Dans la vie courante, nous résolvons tous les jours. Tous les jours, nous exécutons des algorithmes sans nous en rendre compte. En fait, c'est quoi un algorithme dans la vie courante? L'ensemble des actions qui contribuent à la résolution d'un problème bien précis. Revenons par exemple sur le besoin de manger. Ah, j'ai faim. J'ai pour l'envie de manger. Qu'est-ce que je fais? Je mets sur pied un ensemble d'activités pouvant m'aider à assoupir mon désir de manger. Donc, l'ensemble de ces activités me permettent d'obtenir un résultat, qui est d'ailleurs cette nourriture que je vais mettre dans le ventre afin d'assoupir ma faim, renvoie à ce que nous appelons un algorithme. Maintenant, revenons un peu sur le domaine de l'informatique. Comment est-ce qu'ils l'ont défini l'algorithme? Pour eux, en fait, l'algorithme, c'est une suite d'instructions qui, exécutées dans un ordre, permet de résoudre un problème précis. Donc, je vais par exemple calculer le périmètre du rectangle. Si je ne connais pas le côté, si je ne connais pas je dis le rectangle bien sûr, si je ne connais pas la longueur, si je ne connais pas la largeur, la résolution sera quasiment impossible. Revenons à ce niveau. Nous allons par la suite voir de quoi est fait la structure d'un algorithme. De quoi est-elle constituée? La structure d'un algorithme. La structure en fait d'un algorithme comporte trois parties. Nous avons l'entête. Nous avons la déclaration, à savoir la partie déclarative, et nous avons le corps de l'algorithme. Bien, en ce qui concerne la première partie qui est l'entête que voici, on précise d'abord algo, nom de l'algorithme. Par exemple, je veux calculer le périmètre du carré. Comme nom, je peux avoir comme nom algo. Je vais simplement enlever ceci. S'il s'agit du périmètre du carré, je vais enlever algo. Je vais enlever nom algorithme. Je vais mettre calcul, périmètre carré. Calcul périmètre carré. Vous constatez ici, ça c'est donc le nom de l'algorithme qui me permet de calculer le périmètre du carré. En fait, le carré ici, lui, il représente quoi pour moi? Tout dépend de celui qui rédige l'algorithme. C'est celui qui rédige l'algorithme qui décide du nom qu'il doit donner à son algorithme. Bien. Prenons un autre exemple. Si nous voulons calculer le périmètre du rectangle, ce nom serait par exemple calcul périmètre rectangle. Et ainsi, voilà au finish le nom, l'entête de l'algorithme. Algorithme calcul périmètre rectangle. Entrons de plein pied dans la deuxième partie de la structure qui repose sur quoi? Qui repose sur la notion de déclaration. Oui.
La notion de déclaration déjà s'observe sur un double aspect. Nous avons la déclaration de variable et la déclaration de constante. La déclaration de variable ici, c'est quoi? La déclaration permet en fait de préciser l'ensemble des éléments qui doivent être utilisés durant l'exécution de l'algorithme. Les variables sont déclarées par le mot-clé var, oui. Lorsqu'on rédige un algorithme, le mot-clé var permet de déclarer une variable. Donc, par exemple, nous pouvons dire var côté égale 5. Ici, nous avons décidé de prédéfinir la valeur de la variable. Nous pouvons encore simplement dire var côté, tout simplement. Et plus, on précise le type. Oui. Bien, nous avons ensuite l'identifiant. L'identifiant, en fait, c'est quoi? Lorsque vous regardez ici, l'identificateur ici, en fait, renvoie à quoi? Au nom de la variable. Il renvoie au nom de la variable. Exemple, en ce qui concerne le périmètre du rectangle, comme mentionné que voici, nous allons dire que nous avons comme variable la longueur et nous avons une deuxième variable qui est la largeur. Oui, longueur et largeur sont les deux dimensions que nous allons, les deux dimensions ou encore données que nous allons utiliser. Revenons maintenant sur la notion de type. Oui, de type de variable. Lorsque nous parlons de type, en fait, c'est quoi? Il s'agit du domaine d'appartenance. Lorsque nous disons par exemple var longueur, ici c'est une déclaration. Lorsque nous disons var longueur égale 7, nous avons donc prédéfini un type de type par défaut. Lors de l'exécution de l'algorithme, si l'utilisateur n'entre pas une donnée, ce sera 7. Donc ici, nous avons utilisé un entier naturel. Donc retenons déjà que nous distinguons plusieurs types de variables. Nous avons le type booléen, vrai, faux, oui, non, 1, 0, exact, inexact. Et bien d'autres, bien sûr. Nous avons le type réel. Le type réel qui renvoie à quoi? Au nombre réel. Oui, comme nombre réel, nous avons les nombres décimaux, les nombres entiers, les nombres entiers, les nombres décimaux, les nombres entiers, les nombres fractionnaires, les nombres avec racines et bien d'autres. Nous avons ensuite les types entiers. Oui, le type entier dont nous avons parlé plus haut. Par exemple, 7 ici est un type entier. Nous avons les types entiers. Nous avons dit, ce sont des nombres entiers en fait. Ce sont des nombres entiers. Oui, nous avons le type caractère. Nous avons le type caractère, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et des types chaînes de caractères et A, B, C et bien d'autres jusqu'à Z. Nous avons le type chaîne de caractères qui renvoie à quoi? À une combinaison d'un ensemble de caractères. Mais retenons déjà que lorsque nous précisons l'identificateur de la variable, l'identificateur, si c'est une chaîne de caractères, ça ne devrait pas commencer par une je vous l'ai dit, ça ne doit pas commencer autant pour moi par un chiffre. Oui, ça ne doit pas commencer par un chiffre. Ça devrait toujours commencer par une lettre, même si par la suite vient plusieurs chiffres. Ok. Lorsque nous évoluons, nous entrons dans les variables. Nous sommes également toujours sur les variables, mais en ce moment, nous abordons la notion de constante. La notion de déclaration de constante. C'est quoi une constante? Une constante, c'est une valeur qui ne change pas durant l'exécution de l'algorithme. Donc, retenez bien ceci, ne change pas durant l'exécution de l'algorithme. C'est une donnée qui ne change pas durant l'exécution de l'algorithme. Il faut bien le mémoriser. Bien, elle peut également, elle permet, donc elle est également identifiée à travers, elle a également un identifiant. Par exemple, nous avons un mot-clé. Bon, revenons d'abord sur l'identifiant. Son identifiant pourrait être quoi? L'identifiant ici renvoie au nom en fait de la constante. Ce nom de la constante.
Et le mot-clé qui permet de déclarer une constante est const. Oui, const. Par exemple, nous pouvons dire, s'il s'agit de calculer le périmètre du cercle, par exemple, nous savons que le périmètre du cercle est égal à diamètre fois 3,14. Nous pouvons déclarer comme constante ici, const pi. Pi égale 3,14. 3,14. Donc, voilà un exemple de déclaration de constante. Oui. Maintenant, dans le cas du périmètre du rectangle que nous avons mentionné plus haut, la constante, ici, nous allons déterminer une constante K. Oui. Pour que des éléments ne soient pas étrangers lors de l'exécution de l'algorithme, nous allons prendre K, const K égale 2. Comme pour dire, dans la formule du périmètre du rectangle, nous avons qui est égal à longueur plus largeur, le tout fois 2. Donc ici, nous allons prendre pour constante 2. Ok. Maintenant, revenons sur la partie 3. Oui. Sur la partie 3 qui est en fait quoi? Le corps de l'algorithme. Le corps est constitué de, il a un début là et il a une fin. Et entre le début et la fin, nous avons toute une suite d'instructions. Nous avons un ensemble d'instructions. Ces instructions en fait permettent, oui, donnent la possibilité à la personne qui rédige l'algorithme d'énumérer l'ensemble des actions, oui, qui devront être menées pour aboutir au résultat. Bien. Donc, nous voyons donc qu'on distingue plusieurs types d'instructions. Lorsque nous parlons d'instruction, une instruction en fait c'est quoi? Une instruction permet de résoudre un problème bien précis. Oui. Non, attendez, pardon, une erreur. Pas qu'une instruction permet de résoudre un problème bien précis. Une instruction, c'est une action. C'est bien, une instruction, c'est une action à exécuter. Bien, revenons, nous avons plusieurs types d'instructions. Nous avons l'instruction d'écriture. Oui, l'instruction d'écriture ou d'entrée. Nous avons l'instruction de lecture. Nous avons l'instruction de lecture ou d'affichage et nous avons l'instruction d'affectation. Pour plus d'informations, merci de consulter notre leçon portant essentiellement sur les algorithmes. Pour conclure, lorsque vous avez rédigé votre algorithme, maintenant si vous voulez expliquer à quelqu'un de façon simple et de façon claire les étapes et par étape, comment vous avez procédé pour la résolution du problème. Voilà comment vous pouvez procéder. Vous numérotez d'abord. Premièrement, il faut numéroter chaque ligne d'instruction d'algorithme. À travers cette numérotation, tu ressors le tableau logique. Oui, le tableau logique. J'ai dit le tableau. La table logique plutôt. Cette table logique nous donne donc la possibilité, oui, d'expliquer de façon claire, oui, l'atteinte, ou alors de façon claire l'aboutissement au résultat. Oui. Donc pour les notions portant sur la table logique, désolé, je vous renvoie également sur la leçon portant sur, désolé pour la tautologie, l'algorithme essentiellement. Oui. Entrons donc de plein pied dans le HTML, Hypertext Markup Language. C'est quoi le HTML? Le HTML en fait, c'est un langage de balisage ou de description. C'est un langage universel qui favorise la communication sur le web.
il permet de gérer et d'organiser les contenus des pages web. Donc ça c'est ce que pense Doucan, oui, ainsi que ses collaborateurs, ainsi que Kenny dans le fonctionnement des sites web. Maintenant, lorsque nous parlons de la notion de l'URL, Uniform Resource Locator, c'est ce que nous appelons habituellement site web. Oui, site web. Bien, je vais par exemple vous présenter un site web. Désolé, je ne suis pas connecté. Donc, et vous devez retenir que tout site web commence par HTTP. Ok, ici, voilà le site qui s'affiche. Vous avez ici http://go.microsoft.com. Si nous nous limitons là, c'est le dernier site que j'ai eu à consulter. Et ceci représente l'adresse web ou encore l'URL du site que j'ai consulté. Le HTTP que vous voyez là, lui, il représente quoi? Il représente tout simplement l'ensemble des règles, des normes qui régissent la communication dans la toile mondiale à travers les navigateurs. Puisque ici, le navigateur que nous utilisons, c'est Explorer. Oui, Explorer. Donc, hypertexte, lui, il signifie HTTP, signifie Hypertext Transfer Protocol. Donc, protocole de transfert de données. Bien, évoluons. Pour ce qui est de la définition de site web, de page web, de balises, merci de consulter notre cours portant essentiellement sur le HTML. Évoluons. Maintenant, nous allons parler de la structure de base d'un document HTML. De quoi est constituée la structure de base d'un document HTML? Nous voyons que c'est constitué d'une en-tête, head, et d'un corps. Et l'ensemble se trouve entre la balise ouvrante et la balise fermante de HTML. Bien, pour ce qui est de l'entête qui est marquée par head, ouvrant, head, fermant. Ici, le title que voici permet de préciser le titre de la page web. Par exemple, revenons encore sur notre site, sur notre page de navigateur, donc connecté, nous avons entré l'URL. Ici, vous voyez là, ça c'est justement, vous n'êtes pas connecté. Donc, c'est ici que s'affiche ce titre que nous mettons dans title. Vous voyez un peu, lorsque tu entres ce site, par exemple, si je viens ici, au niveau de title là, je saisis par exemple, ça c'est titre de la page. Donc, si j'étais en train de rédiger mon programme et que je saisissais là, titre de la page, effectivement, lorsque je reviens ici, je devrais avoir ici, titre de la page. Après exécution de mon code. Bien. Maintenant, ici, dans Head, on peut également augmenter quelques éléments qui permettent de résumer en quelques mots l'ensemble des contenus de notre page HTML, de notre page web. Ici, vous allez constater que au niveau de Head, nous avons la balise ouvrante. Ici, au niveau de la balise fermante, nous avons le slash. Oui. Ainsi que title là, nous avons le slash pour la balise fermante. Donc, la balise ouvrante est toujours suivie de la balise fermante. Sinon, l'exécution ne sera pas ne sera pas effective. Oui. Donc, avant la balise fermante, l'entête est possible d'insérer d'autres contenus. Bien, ce qui a lieu de retenir ici, c'est que on peut insérer des contenus multiples, multiformes. Bien. Maintenant, nous entrons dans le corps de document HTML. Ici, nous avons body. Là, nous avons body. Ici, nous avons un petit commentaire fait à divers de grâce. Si vous ne maîtrisez pas le HTML, rentrez dans notre cours portant essentiellement sur le HTML. Ce cours est très édifiant et comporte beaucoup d'exercices
d'application ainsi que d'activités pratiques. Donc, s'il vous plaît, retournez vers ce cours. Ici, nous avons toutes les connaissances dans le body, oui, que voici, dans le corps de l'algorithme, dans le corps de l'algorithme du document HTML. Nous avons tous les connaissances nécessaires, tous les contenus nécessaires devant être affichés sur la page web, à savoir les liens hypertextes, les tableaux, les images, les sons audio, les vidéos et bien d'autres. Bien, tout cela est détaillé sur le document HTML. Pour donc conclure, le HTML favorise la rédaction des contenus de pages web et vous pouvez insérer toute forme de données. À travers le HTML, il est possible de naviguer d'une page web à l'autre. Le HTML contient tellement de notions et leur développer ici, bon, vraiment, si nous développons tout ce que comporte le HTML, cette leçon sera très vaste. Et nous n'allons pas vite arriver à notre premier chapitre d'ailleurs, qui est le JavaScript. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons, si vous ne maîtrisez pas ce HTML, fermez cette page, ne continuez plus avec le JavaScript. Rentrez d'abord consulter notre document portant sur le HTML. Bien, la leçon prochaine portera essentiellement sur les notions de base du JavaScript. Oui, nous allons aborder les notions de base du JavaScript. Bien, j'espère que cette vidéo t'a été d'une importance capitale et que vraiment tu veux nous encourager. Pour nous encourager, faire simple, d'accord? Clique sur like ou aimer. Aimer pour nous encourager. Oui, si vous voulez vraiment nous encourager, allez cliquer sur j'aime. En cliquant sur j'aime, vraiment, nous serons très ravis de continuer à vous être utile et serviable. Sur ce, je vous remercie énormément et rendez-vous au prochain chapitre qui porte sur les notions de base du JavaScript. À bientôt sur cette chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas d'aimer. Clique simplement ici, va en bas, clique sur j'aime. Et avec cela, non, pas sur cette vidéo bien sûr, puisqu'on n'a pas augmenté d'émoticônes, va en bas, tu cliques simplement sur j'aime, il y a un doigt, oui, tu cliques sur j'aime, aime pour nous encourager. Ciao, rendez-vous à la prochaine leçon.